Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée aux bonnes pratiques à adopter pour réduire ses délais de paiement et maîtriser sa trésorerie en période de crise. Je suis Mathieu Hébrard, je travaille en tant qu'ingénieur commercial pour la société Dimo Software depuis 7 ans et j'aurai le plaisir d'animer cette émission qui va durer environ 45 minutes. La sécurisation de la récupération de ce cash, de cet argent qui sommeille à l'extérieur de vos organisations est un vecteur essentiel pour la santé financière des entreprises et spécialement en période de crise. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des actions concrètes à mettre en place dans vos organisations, justement pour favoriser et accélérer cette récupération de cet argent que vous avez valorisé, que vos équipes ont vendu, qui a été facturé, mais qui est encore impayé, et donc en sommeil, et donc en risque. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants aujourd'hui. Donc les conditions sanitaires ne nous permettent pas tous d'être ensemble sur le plateau. Avec moi aujourd'hui, Valérie Konarski, Laurent Gautafré et en duplex, Olivier Magnon-Pujot. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Ravi d'être là. Oui, on a un beau sourire. Oui, on le voit bien. Voilà. Olivier, vous allez bien ? Impeccable et merci. Effectivement, en ce qui me concerne, je peux sourire. Et voilà. Merci. Merci à vous d'être présent. Donc on va y aller si vous le voulez bien pour les présentations. Olivier, je peux vous laisser la parole ? Très bien. Écoutez, donc Olivier Magnon-Pujot, directeur administratif et financier de Grant Thornton. Grant Thornton, c'est un groupe d'audit, de commissariat aux comptes pour l'essentiel, mais pas seulement, également d'expertise comptable, d'outsourcing et bien sûr de conseil opérationnel, conseil financier et conseil juridique et fiscal au travers d'un cabinet d'avocats intégré. Grant Thornton en France, c'est un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros avec le concours donc de 2000 personnes, 120 associés. Voilà. Donc, également, Grant Thornton, nous sommes membres d'une organisation, d'un réseau, Grant Thornton International. Ce réseau se déploie dans 143 pays. Ce réseau, il est animé évidemment au niveau international avec la même stratégie, la même vision partagée, les mêmes outils, les outils de révision pour l'audit. Du coup, le chiffre d'affaires au niveau mondial de Grant Thornton est de 5 milliards d'euros avec 56 000 collaborateurs, voilà, et donc qui en fait effectivement une organisation importante dans le métier de l'audit, de l'expertise comptable et du conseil. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Je laisse la main à Laurent. Merci. Donc Laurent Gautafré, moi je suis le directeur de l'administration des ventes du cabinet Hemming. Hemming étant un cabinet de conseil qui a maintenant près de 35 ans d'expérience. Notre mission, c'est d'aider nos clients à travers des solutions pragmatiques et concrètes à optimiser leur performance dans 4 secteurs clés: l'innovation, les ressources humaines, la fiscalité et les achats. Voilà. Pour ce, on s'appuie sur 1300 consultants qui sont répartis dans 15 pays. Merci Laurent pour cette présentation. On termine par Valérie. Je me permets de te tutoyer aujourd'hui, Valérie, on travaille ensemble tous les jours. Depuis un moment. Valérie Konarski, je suis la directrice d'une des activités chez Dimo Software. Donc l'activité, c'est la digitalisation des processus financiers. Donc chez Dimo Software, on a plus de 25 ans d'existence. Il y a 400 personnes au service, plus de 400 personnes au service de vos clients sur tout ce qui est enrichissement par des solutions logicielles de votre ERP sur différents domaines. Et là, dans notre activité, on s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui tourne autour des sujets de la finance.
Donc sur les sujets de la finance, on va trouver tout ce qui va concerner par exemple la démat des factures fournisseurs, donc le P2P, où on travaille avec les marques Basware, Readsoft et aussi Docware pour les solutions de GED. On va travailler sur des processus, ce qu'on appelle le TMS, Treasury Management System, où là, on va travailler avec les marques Keriba et Sage. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'order to cash, donc tout ce processus qui va partir donc de la facturation, de la commande de la facturation jusqu'au règlement, pour lequel en fait nous sommes éditeurs d'une solution qui s'appelle Cash on Time. Et aujourd'hui, je remercie tout particulièrement nos 2 clients. C'est un vrai cadeau de vous avoir avec nous et qu'on va pouvoir échanger sur la façon dont vous êtes organisé et travailler avec cet outil pour faciliter cette récupération de cash. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Très beau casting aujourd'hui sur un très beau sujet qui nous réunit tous, beaucoup de choses à dire. Au-delà d'être beau, ce sujet est fortement stratégique et j'ai hâte surtout d'entendre ce que vous allez nous conseiller. J'imagine que c'est la même chose pour nos téléspectateurs. Donc je vais vous présenter le sommaire du jour, ou plutôt les différentes questions qu'on va aborder ensemble. À hauteur de 7, j'en profite en parallèle pour nos téléspectateurs pour vous rappeler que vous pouvez d'ores et déjà et à tout moment durant l'émission poser vos questions via l'outil de chat. Donc première question que nous allons voir ensemble, quels sont les impacts de la crise sur le comportement payeur des entreprises ? Ensuite, nous aborderons les habitudes à mettre en œuvre pour mieux récupérer son cash. Quels sont les effets déclencheurs de la recherche d'une solution efficiente? Quels sont les critères de choix d'une solution logicielle dédiée? Quelle démarche de mise en œuvre? On sera plus sur le prisme projet informatique. Les résultats et facteurs clés du succès. Et ensuite, on terminera sur à quoi s'attendre pour l'avenir. Donc, avant tout, messieurs, surtout Olivier et Laurent, avant d'aborder le vif de ces questions, je souhaite qu'on puisse s'appuyer sur les différentes actions concrètes que vous avez déjà mises en œuvre dans vos organisations, et ce, depuis plusieurs années, en termes d'optimisation du BFR et de sécurisation des rentrées de cash. Olivier, est-ce que vous pouvez partager sur cet aspect, s'il vous plaît? Alors, avant de préciser peut-être ce que nous avons mis en œuvre, c'est peut-être camper le décor sur l'importance du BFR au sein d'entreprises comme les nôtres. Nous sommes des entreprises de services et à ce titre, une large partie des coûts, des charges engagées réside dans la masse salariale, dans le paiement de nos collaborateurs que nous réalisons naturellement chaque fin de mois. Ainsi, globalement, dans toute entreprise de service, environ 65% du chiffre d'affaires est constitué de masse salariale. Ça veut dire donc en termes de cash qu'il nous faut rémunérer et sortir du cash à hauteur de 65% du chiffre d'affaires mensuellement. Ça, c'est le premier volet. La deuxième facette, c'est concernant les autres coûts engagés. Principalement, nous avons des coûts de locaux. Et ces coûts de locaux, ils sont, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, payables par trimestre d'avance, dès lors que nous louons nos locaux. Il n'y a donc aucune marge de manœuvre, bien au contraire, dans le paiement différé potentiel du paiement fournisseur. Autre poste, indéniable dans nos fonctions, dans des entreprises comme les nôtres, c'est tout ce qui concerne l'informatique, l'IT. Et là encore, la location évolutive nous contraint à assurer un paiement régulier, mensuel, par prélèvement général, de tout ce type de dépenses. Ainsi, on le constate aisément, nos marges de manœuvre sont relativement faibles en dehors du poste client pour trouver des leviers d'amélioration du BFR. Il nous faut donc absolument avoir un regard précis et une gestion acérée du poste client. Voilà, ça c'était le premier élément. Une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre?
Alors, vous le disiez, il n'y a pas forcément, il y a très longtemps que nous avons mis en œuvre actionné un certain nombre de leviers. Pour le coup, on a beaucoup travaillé sur ce levier en 2020. Je ne sais pas si vous voulez qu'on y revienne tout de suite, vous dites-moi. Oui, vous pouvez aborder en général ces leviers que vous avez d'ores et déjà actionnés. Je crois également qu'il y a un prisme important de votre côté sur la structuration en interne des services, cet aspect humain qui ressort fortement et qui a déjà été mis en place depuis un certain temps. Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, ce qui nous est apparu important, c'est de réorganiser la fonction du credit management. Et nous étions très adossés, et nous avions jusqu'à présent le souhait de nous adosser à une structure très locale de la facturation de tout le cycle client. Facturation, négociation avec les clients bien sûr, accompagnement, facturation, recouvrement. Avec les travers que cela occasionne, qui généralement, on est dans une démarche commerciale, dans une démarche technique d'accompagnement du client et avec une certaine difficulté à pouvoir recouvrer les travaux qui nous sont dus. Nous avons délibérément réfléchi à recentraliser un peu la fonction du recouvrement et à redessiner complètement ce qui mérite d'être ajusté dans tout le processus du cash. En substance, nous nous sommes interrogés pour savoir s'il n'était pas nécessaire d'assurer une facturation automatique dès lors qu'il y a des cadencements de facturation. Donc on a déployé ou généralisé la facturation automatique. Pour ce faire, évidemment, naturellement, avec toutes nos associés et nos assistantes. Nous avons par ailleurs, de manière délibérée, forcé à facturer de manière régulière, c'est-à-dire avec des acomptes, en anticipant dans une certaine mesure ou en adossant la facturation à la production de nos temps. Il s'agit bien évidemment, vous le voyez, de réfléchir sur l'amont du recouvrement et pas seulement sur la partie aval. Nous avons en parallèle déployé, ou continuons à déployer tout ce qui a trait au prélèvement. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le prélèvement vis-à-vis de nos clients? Et puis, in fine, bien sûr, il y a tout l'aspect aval que j'évoquais, qui consiste à professionnaliser le recouvrement. Et pour ce faire, nous nous sommes adossés à notre plateforme mauricienne, qui œuvre déjà largement en matière d'outsourcing pour nos clients. Et pour nous avons donc renforcé, musclé une équipe, et ainsi, nous sommes en train de pouvoir assurer à la fois de la pré-relance, de la relance de manière systématisée, et ils le font tout à fait très bien. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour votre intervention. Beaucoup de points intéressants sur lesquels on reviendra un petit peu plus précisément après, si vous le voulez bien. Je note surtout deux prismes, l'accélération de la facturation et également la différenciation entre facturation et recouvrement. Donc ça, on pourra certainement l'aborder avec vous, Laurent, dans quelques secondes. Et également, ce que je retiens de l'intervention d'Olivier, c'est vraiment cette phase amont-aval. Dans un premier temps, un prisme humain, une structuration, une organisation d'un service. Et ensuite, quand celle-ci est au point, a été musclée, si je reprends vos mots, Olivier, mettre en place des actions aval de type logiciel qui viennent faciliter tout ça. Laurent, chez Hemming, je crois que vous avez également mis en place plusieurs choses en interne, plusieurs actions. Oui, tout à fait. On va rejoindre ce que disait Olivier. On a effectivement beaucoup travaillé sur les jalons de facturation, facturer au bon moment pour avoir le règlement au bon moment. On a aussi responsabilisé la partie facturation pour que l'encaissement puisse suivre et responsabiliser les personnes qui font et la facturation et le recouvrement. On a mis en place aussi, depuis ça plusieurs années, aussi la surveillance financière et légale de nos clients, d'accord, pour anticiper les risques et pouvoir y répondre assez rapidement. Voilà, plusieurs choses qu'on rejoint ce que disait Olivier. Je rajoute une chose aussi sur effectivement dans les métiers de conseil où le BFR est extrêmement important pour l'avance de charge. Je vais rajouter que chez Hemming,
La plupart de nos missions, on se rémunère au success fees, d'accord. Une fois que les économies et les optimisations réalisées pour nos clients, ça peut prendre des temps extrêmement longs, 1 an, 2 ans. Voilà, donc comme le disait Olivier, il faut effectivement payer les salaires, etc. Il faut que nous, on rajoute aussi notamment les frais d'avocat, parce qu'on a des recours auprès des juridictions et donc on mandate des cabinets d'avocats pour qu'ils les réalisent au profit de nos clients. Voilà. Tout ça, c'est très long et c'est effectivement un besoin, enfin, le besoin en BFR est extrêmement conséquent et important chez Hemming. Voilà. Se rajoute chez nous, comme je le disais, on est implanté dans 15 pays. Oui. Donc ça, ce besoin de BFR est le même pour tout le monde. Après, on se rend compte que les comportements de paiement, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, n'est vraiment pas le même. Enfin, tout le monde, entre le nord et le sud, il y a quand même une différence. Effectivement, les pays nordiques, anglo-saxons, ont tendance à vraiment respecter les dates d'échéance. Plus on descend vers le sud, sur les pays latins, c'est un peu plus difficile. Dont la France. Oui, dont la France, où je ne vais pas dire que c'est le sport national, mais si vous parlez de la France, est-ce que... un tout petit peu d'humour, mais est-ce que vous connaissez les deux mensonges les plus répandus en France? Je vous écoute. Le premier, c'est « Chérie, tu m'as manqué ». Et le deuxième, c'est « Le chèque est parti hier ». Vous voyez? Ouais. Très très belle image. Ouais, c'est ça. Donc, bon, on rigole un peu, mais effectivement, on a aussi une vraie disparité entre les comportements de paiement de nos clients, suivant qu'on fait des missions en Amérique du Nord, en Angleterre, en Allemagne ou alors en Espagne, en Italie, au Portugal ou en France. Point très important qu'on pourra développer ensemble et on s'appuiera surtout sur votre prisme international pour qu'on puisse discuter de cette différence culturelle également dans les comportements payeurs. Je note également un mot-clé que vous avez abordé et qu'on traitera, c'est cette notion de risque qui me paraît importante. Mais si je synthétise finalement les deux interventions d'Olivier et de Laurent, on se rend compte que finalement cette sécurisation du cash, ce recouvrement de créances clients existe depuis très longtemps finalement sur le marché pour les entreprises. Valérie, de ton côté, au niveau de l'expertise logicielle d'Imo Software, c'est également un sujet qui existe depuis de nombreuses années, cet aspect recouvrement. Oui, moi depuis que je travaille et que j'œuvre pour la promotion des solutions de gestion dans les entreprises et que je rencontre des directions financières, je peux dire que oui, chez les éditeurs, il y a toujours eu des logiciels de recouvrement et parallèlement, en fait, l'équipement dans les entreprises est pauvre sur ce sujet-là, a toujours été la dernière roue du carrosse. On a bien équipé la gestion de trésorerie, on a bien équipé la facturation, un certain nombre de fonctions, maintenant de plus en plus aussi sur la dématérialisation de la facture fournisseur et le recouvrement reste le parent pauvre. Alors, à chaque crise, parce qu'on n'en est pas la première, depuis 25 ans que je travaille, à chaque crise, ça revient. D'un seul coup, le cash, ça redevient une priorité, on en parle et là, il y a un regain d'intérêt sur le sujet. Celle-ci aussi, plus particulièrement, même si on voit que, on en reparlera peut-être, les défaillances d'entreprise ne sont pas aussi dramatiques que celles qu'on nous avait prévenues ou qu'il n'y a pas une dégradation des délais de paiement, en tout cas à date sur cet aspect-là. Donc un équipement qui est moindre que dans les autres services de la direction financière. Et pourtant, beaucoup de choses dans la digitalisation, dans la promesse de la digitalisation ou dans le mot valise de la digitalisation qui vont être très utiles pour le service de recouvrement. Et qui sont utilisés peut-être par vos entreprises en tout cas, et qui aujourd'hui sont mis en avant dans la solution Cash on Time. Alors déjà, la première chose qu'on va retrouver quand on parle de digitalisation, c'est le cloud. Cette solution qui est déjà disponible pour nos clients, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va fonctionner tout le temps et qui peut être partagée par le plus grand nombre. Donc ça, c'est déjà un premier aspect qui permet de décourter la mise en place de projets.
Le deuxième aspect qu'on a derrière ce mot digitalisation, c'est tout ce qui est automatisation. Aujourd'hui, on voit que dans certains services qui ne sont pas équipés, beaucoup de tâches manuelles. On fait beaucoup d'excellerie, on travaille avec des données qui sont plus fraîches, on fait des extractions, il y a du post-it, enfin il y a un certain nombre de choses qui fait que tout ça peut être remplacé complètement par l'automatisation. Les clients nous disent que quand ils mettent en place une solution de recouvrement type cash on time, ils vont augmenter d'un minimum de 40% les actions qu'ils vont pouvoir faire, et on sait que c'est beaucoup plus que dans l'absolu que ça. Donc ça, c'est un point important. L'autre point, bien sûr, c'est tout ce qui tourne autour de la dématérialisation. On va dématérialiser l'ensemble des échanges. Donc, on va pouvoir en fait avoir des échanges de plus en plus fréquents avec les clients, avoir des points de suivi beaucoup plus précis. Et cette dématérialisation, derrière, il y a la communication, communiquer avec ses clients sur ses litiges, sur les promesses de règlement, sur la tenue, sur la non-tenue de ces promesses de règlement. Il y a aussi en fait derrière digitalisation tout ce qui tourne autour du big data et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose très très importante parce qu'aujourd'hui, on sait, la situation économique est tendue pour les entreprises. Il y a certaines n'ont peut-être pas senti la crise, d'autres sentent très très fortement la crise, et puis certaines profitent plutôt de la crise. Et tout le monde a un besoin d'avoir de la prévision sur sa trésorerie, et ces données qu'on va pouvoir avoir au travers d'un logiciel de recouvrement vont nous permettre, avec des lois statistiques, de pouvoir anticiper ces entrées de cash de façon beaucoup plus précise que si on n'a rien. Alors ça, c'est un point aussi qui va être très important. Et le dernier, je vais finir par celui-ci, c'est, le terme technique, c'est les API ou les web services. Et ça, tout à l'heure, on parlait de surveillance du risque, par exemple. Ça va beaucoup nous aider ici. Qu'est-ce que ça va permettre, en fait, cette techno? Quel usage ça va pousser? Ça va permettre d'interconnecter des systèmes entre eux. Et notamment, par exemple, je donne cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres, c'est de pouvoir, en fait, faire rentrer dans Cash on Time de la donnée qui viennent de fournisseurs, quels qu'ils soient, de fournisseurs de données de solvabilité. Donc, par exemple, vous avez des scores qui sont calculés, qui sont fournis par le fournisseur que vous avez choisi. Vous pouvez l'intégrer dans Cash on Time, et en fonction de l'amélioration ou de la dégradation surtout de ce score, les scénarios de relance vont être monitorés automatiquement. Vous allez avoir des alertes, et donc vous allez être au plus près de cette notion du risque client, qui peut être un facteur très important aujourd'hui pour suivre ses encours clients et être là auprès des clients qui ont besoin d'être mis sous surveillance. Donc voilà sur les 5 aspects de cette digitalisation qui, je dirais, c'est ces aspects technologiques qui vont vraiment pousser les usages au niveau du service recouvrement pour être plus efficaces et pouvoir, je l'espère et on l'espère, et vous pourrez nous le confirmer, améliorer vos DSO et vos différents KPI sur le recouvrement. Et cette notion de risque qui vous parle, je le crois savoir, Laurent, oui. Parce que c'est une connexion que vous avez mis en place à travers l'outil avec un des fournisseurs de données financières du marché. Je rappelle simplement, ou plutôt je vous informe, chers téléspectateurs, que lorsqu'on parle de Cash on Time, il s'agit de l'outil logiciel édité par Dymo Software de recouvrement de créances clients. Merci beaucoup Valérie pour cette intervention complète. On ira un petit peu plus dans le détail sur les différents aspects que tu as pu évoquer. Donc finalement un sujet qui existe depuis très longtemps, qui redevient stratégique aujourd'hui avec la crise, et un marché peu équipé. Ce qu'on peut retenir également de ton intervention Valérie. Et justement, passons aux impacts qu'a eu la crise sur cet aspect précis du recouvrement, parce que c'est vrai qu'il était annoncé, il était annoncé depuis plusieurs mois, depuis le début de cette crise sanitaire, de fortes dégradations du délai de paiement des entreprises, un cercle vicieux lié au flou et à l'incertitude apportée par la crise, et des défaillances massives. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur ce sujet, Laurent ? Aujourd'hui, mais c'est vrai que je vous rejoins, si on se replace il y a un an maintenant, en mars 2020, c'est vrai que c'était le flou total, puisque du jour au lendemain, tout le monde était chez soi. On ne savait pas trop où on allait, pendant combien de temps, mais rien que des questions toutes bêtes, comment je vais émettre mes factures, comment je vais les envoyer, et une fois que j'arrive à faire ça, est-ce qu'elles vont être reçues, et puis alors après, comment elles vont être payées, etc.
Donc c'est effectivement qu'il y a un an, c'était le flou total. On voulait des prévisions de trésorerie, hein, mais on en avait besoin pour savoir où on est. Toutes les sociétés en avaient besoin. C'était franchement pas évident. Comme je vous le disais, on ne sait pas où on allait, on ne sait pas comment le marché. Enfin, les clients, toutes les sociétés allaient répondre. Un an après, effectivement, à part pour moi certains secteurs qui ont été durement touchés par la crise, qui sont encore touchés, le tourisme au sens large, le loisir, l'événementiel. Quand je dis le tourisme, c'est restauration, les transports, l'aviation, etc. À part ces secteurs, chez nous, on n'a pas noté de dégradation forte de paiement, d'accord. Pas non plus de hausse de défaillance, même une stabilisation, voire une diminution. Alors, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais un an après le début de la crise, voilà le constat qu'on peut donner. Pourquoi je pense que les mesures gouvernementales ont joué leur rôle et ont eu des effets positifs. Il y a l'impact des PGE avec l'avance de trésorerie et surtout les obligations qui en découlent. Il y a peut-être eu aussi, peut-être un peu trop utopiste, mais en temps de crise, une solidarité collective de chaque société qui va se dire, voilà, on est en temps de crise, et on va s'aider, je ne vais pas couper les robinets et faire vivre aussi mes fournisseurs, etc. Et la même chose pour les clients. Voilà, moi, voilà ce que j'ai noté. La crise a été en fait un accélérateur pour mettre en place, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour mettre en place des moyens pour récupérer efficacement, rapidement son cash, tout en respectant évidemment, tout en gardant, en conservant la satisfaction client. Voilà. Ces mesures étaient là, la plupart des sociétés les avaient mises en place, etc. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la crise elle a mis en lumière, c'était vraiment un accélérateur. Et le cash flow est passé priorité number one depuis un an. Ouais, j'aimerais bien avoir l'analyse de Valérie sur cette accélération dont vous parliez justement de mettre en place et de prendre en considération cette notion de recouvrement. Avant cela, bien entendu, un paradoxe finalement dans ce que vous venez de dire par rapport à ce qu'on nous annonçait et finalement ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas pour le moment. Olivier, de votre côté, vous rejoignez cette analyse ? Totalement, effectivement. Il y a un an, nous n'avions aucune certitude sur notre financement à très court terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très dépendants du recouvrement de nos créances clients, donc de l'attitude de nos clients. Nous avons été finalement assez rapidement rassurés par tout ce que le gouvernement a mis en œuvre et ce qu'a cité Laurent, et en particulier le PGE, mais pas seulement, le chômage partiel, les reports sociaux, voire fiscaux, etc. Donc finalement, avec la contrainte forte, du coup, de devoir ne pas tirer sur le crédit interentreprise, nous y sommes nous-mêmes employés. Donc tout ça a bien largement facilité les choses et nous n'avons absolument pas enregistré donc de dérive, voire au contraire d'amélioration des règlements. Probablement parce que nous avons initié un mouvement fort dans ce sens-là à l'évidence, mais également probablement d'un comportement généralisé de ne pas tirer sur le crédit interentreprise. Nous n'avons donc pas constaté, et dans notre clôture 2020, d'augmentation significative de la provision pour des prestations des comptes clients. Un vrai message positif. On reviendra juste après sur ces actions concrètes que vous avez mis en place chez Grant Thornton notamment. Valérie, de ton côté, côté édition de logiciels, est-ce que tu as vu un engouement plus fort des clients, des demandes depuis le début de cette crise ? Alors, oui, c'est clair. On a vu en fait des projets, en fait, des entreprises qu'on suivait, qu'on connaissait, qui auraient peut-être mis des mois, voire des années, avant de prendre une décision et de s'équiper. Et là, très rapidement, se sont dit bon, il faut qu'on réponde, qu'on puisse répondre à notre direction quand ils nous demandent où on en est sur le cash, où ça va. Donc, on a eu des projets qui
voilà, qui se sont mis en place très rapidement. Après, voilà, on a pu suivre l'ensemble de ces projets. On a vu aussi autre chose qui m'a paru quand même aussi assez significatif. C'est des entreprises qui étaient équipées, mais qui étaient très bien équipées, mais peut-être qui n'utilisaient pas à fond les applications. Et une forte en fait, intérêt à voir ce qu'il y avait dans les applications et à pousser la fonctionnalité jusqu'au bout. Donc là aussi, d'un seul coup, on se dit, tiens, on a un outil, il pourrait peut-être nous servir et regardons ce qu'on a dedans. Donc les deux choses. Et jeter les post-it, du coup. Comment ? Et jeter les post-it. Et jeter les post-it, Ouais. voilà. Donc ça, Ouais. c'est aussi assez significatif de ces périodes de crise. Pourtant, nous, on répète tout le temps que c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit. Mais souvent, effectivement, on est beaucoup plus actif quand on en a besoin. Ça, c'est aussi peut-être, je ne sais pas si c'est typiquement français. Bon, on parlera du futur, comment ça va aller dans le futur. Quand, en fait, effectivement, les aides d'État, elles ont joué un rôle d'amortisseur vraiment très, très significatif et très heureux. On espère qu'effectivement, avec les plans de relance qui sont annoncés, on va continuer dans cette voie-là. Maintenant, il faut rester vigilant, il faut rester prudent, il faut continuer à faire tourner nos économies, nos entreprises et nos commerces et avoir des bonnes relations avec nos clients. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je l'ai vu et on l'a observé aussi, nous, en interne, auprès de nos clients, effectivement, ces paiements qui se font vraiment plus à l'heure ou même des clients qui ont des difficultés qui préviennent avant. Donc ça, c'est vrai que c'est très agréable. Voilà, pourvu que ça dure comme ça et que on ressorte de cette situation pas trop abîmée, en tout cas sur nos liquidités, sur les liquidités de nos entreprises. Et en complément, peut-être également que cette notion de temps qui a apporté ce flou, cette incertitude de la crise, a permis à certaines entreprises de se poser les bonnes questions, de passer le pas sur la mise en œuvre de certains projets et également, comme vous l'avez dit, d'aller plus loin ou d'aller encore plus loin par rapport à certains sujets qui ont déjà été mis en œuvre chez eux. Ce qui m'amène, Olivier, aux habitudes à mettre en place dans les organisations. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Vous parliez tout à l'heure en introduction d'une organisation avec l'île Maurice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il s'agit effectivement de se renforcer en ce qui nous concerne sur l'équipe de recouvrement, tout simplement pour pouvoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, assurer une pré-relance d'une part et une relance d'autre part. Donc ça, c'est un des points organisationnels importants. Et force est de constater qu'il s'agit d'abord de mettre en œuvre une organisation avant de penser un outil. L'outil vient compléter, vient renforcer l'organisation. On a précisé tout à l'heure combien la facilitait, on a parlé de post-it supprimés, etc. Mais l'organisation, elle, est essentielle. Et dans cette organisation, il nous faut bien sûr une volonté, la volonté émanant naturellement de la direction générale et ressortant, émanant ou se distribuant sur l'ensemble de la population de l'entreprise. Naturellement, il faut des actions, donc il faut pouvoir les mesurer, ces actions. Une fois qu'on a précisé exactement ce qu'on souhaitait, il faut pouvoir les mettre en œuvre et les suivre. Il nous faut donc bien organiser tout ce plan d'action et mettre en œuvre des outils pour le suivi de ce plan d'action. Nous avons donc développé des outils de suivi, de déploiement de nos actions. Autrement dit, quel est le degré de maturation de nos facturations automatiques? Quel est le degré de déploiement du prélèvement? Quel est le degré de confiance mise en œuvre dans nos équipes mauriciennes pour assurer le recouvrement en lieu et place des équipes initiales? Voilà, autant d'indicateurs qui nous permettent de suivre, jour après jour, mois après mois, le niveau de développement, de déploiement de nos outils, de notre organisation. C'est essentiel. Voilà. Oui, merci Olivier. Vous parlez très justement d'indicateurs, de suivi, de KPI, d'actions en anticipation, en automatisation, en robotisation. Concrètement, Valérie, comment ça se traduit dans un outil logiciel ? Alors, dans un outil logiciel, le gros intérêt ici, effectivement, c'est que
il y a bien sûr toute la production qui va permettre de faire les relances, toute cette partie-là qui va être complètement automatisée. Mais derrière, on va avoir une masse de données et on va pouvoir effectivement sortir des KPI, mesurer tous les KPI, le DSO lié au litige par exemple, les promesses de règlement, le taux de promesse de règlement, tout le niveau de liquidité, les délais de paiement par catégorie de clients, enfin un certain nombre d'éléments. Alors, parce qu'effectivement, il faut avoir des mesures pour pouvoir améliorer. Et ces mesures sont importantes. On donne toujours le conseil de prendre bien les mesures avant la mise en place d'un logiciel comme Cash on Time et puis de les mesurer au fur et à mesure. Comme ça permet quand même d'avoir des éléments, de savoir comment c'est amélioré. Donc j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure d'Olivier. Enfin, les deux corroborent. Ce n'est pas l'outil qui va faire le progrès. C'est tout un ensemble de choses, c'est toute une dynamique qui est mise en place dans une organisation, dans des compétences humaines, dans des méthodes, dans un outil bien sûr. L'outil, ce qui va surtout apporter, c'est tout cet effort qu'on met en place pour le bénéfice de sa trésorerie. L'outil va permettre que cet effort et que les progrès s'enregistrent dans la durée. Et c'est ça qui est important, c'est de dire on fait un effort, mais on veut aussi que dans 6 mois, dans 9 mois, dans 2 ans, on ait toujours le même bénéfice. Donc c'est ce que va apporter l'outil en s'enrichissant au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles données et en pouvant mesurer en permanence les points qui fonctionnent bien et puis les points sur lesquels il faut peut-être redoubler d'efforts qui sont plus défaillants. Un outil vraiment en tant que facilitateur. Laurent, sur cet aspect spécifiquement, on en discutait ensemble. Je sais que chez Hemming, vous avez mis en place une action particulière sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on revienne. C'est cette transmission de la culture cash en interne. Quelques mots là-dessus ? Oui, tout à fait. La culture cash, chez Hemming, on l'a depuis un petit moment. Il faut savoir que par exemple, chez Hemming, on a des budgets d'encaissement, on a des budgets de DSO par business line, et non, par pays évidemment, par business line, etc. Et effectivement, depuis début 2020 et la crise, on a encore renforcé, on a voulu développer cette culture cash. Et quand je dis cash, c'était vraiment une vision globale, une stratégie globale portée par notre direction de cash flow, donc le cash-in, enfin les encaissements, et aussi le cash-out, ce qui ne veut pas dire couper les dépenses, mais responsabiliser chacun sur les dépenses qu'il effectue. Et effectivement, une grosse poussée sur la responsabilisation et l'intéressement sur le cash-in. Tous nos collaborateurs tous les collaborateurs sont incentivés sur les encaissements, d'accord ? Et quand je dis tous, n'importe quelle fonction, c'est n'importe tous, quel service, n'importe quoi, que ce soit le commerce, les consultants, mais aussi tout ce qu'on appelle les services support, l'IT, la RH, la finance aussi, évidemment, les services généraux. Voilà. C'est un des points qui a permis de renforcer et de développer cette culture cash. Et du coup, chaque collaborateur d'Hemming, quand il voit un client, un prospect, etc., voilà, il a cette notion de cash pour faire effectivement payer nos factures, écouter le client, ses besoins, ses réclamations, ses objections, veiller à sa satisfaction et en même temps faire payer, que nos factures soient payées rapidement. Voilà. Une vraie sensibilisation et éducation de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Tout à fait. Tout le monde joue le jeu aujourd'hui ? Oui, ouais. Tout à l'heure. Et tout le monde joue le jeu, c'est effectivement rentrer dans les mœurs, etc. Super. Et lorsqu'il s'agit maintenant de mettre en place un logiciel informatique qui, bien entendu, vient en complément de toute cette organisation qu'il faut mettre en place en amont, tout cet aspect amont dont parlait Olivier tout à l'heure, quels sont finalement les effets déclencheurs qui font que vous allez vous tourner vers un produit dédié recouvrement. Quand je dis effet déclencheur, on sait tous que dans les entreprises, que dans les organisations, il y a énormément de projets informatiques. Qu'est-ce qui fait qu'à un instant T, ce projet-là devient prioritaire ? Laurent ? Chez Hemming, quand on a mis en place cette solution, il y a eu 3 effets. Je vais rejoindre ce que disait Olivier tout à l'heure, ce qui est effectivement le cas chez tout le monde.
c'est au début, on a défini un projet, une stratégie globale d'optimisation de nos cash flows. D'accord. Voilà. Effectivement, le choix d'une solution informatique rentre dans cette stratégie, mais n'est qu'une composante qui va nous permettre effectivement de faciliter, de coordonner nos actions de recouvrement, de les anticiper, de faire du préventif, du curatif et d'aller jusqu'au bout de nos process, soit de l'externalisation à certains cabinets, des procédures judiciaires, etc. C'est le premier point. Voilà, il faut, le choix d'un outil ne se décide pas, il faut un projet, une stratégie, en disant voilà, on va maintenant mettre l'accent sur nos rentrées de cash. Le deuxième effet déclencheur, c'est évidemment le ROI, le retour sur investissement, mais au sens large. C'est-à-dire la balance en fait entre les coûts, alors les coûts évidemment financiers directs, les activations de licences, les maintenances, le coût financier éventuel indirect. Est-ce que je vais avoir besoin de m'équiper d'autres solutions? Est-ce que je vais avoir besoin d'acheter quelque chose, etc. Les coûts humains. Est-ce que le fait d'acquérir une solution, il va falloir que je développe des choses en interne? Est-ce que ça va être très long à former? Est-ce que tout le monde pourra l'utiliser? Enfin voilà, le temps passé est extrêmement important. Et enfin, on a mis tous ces coûts versus les gains. Là aussi, les gains, évidemment, le premier, on pense à la rentrée de cash. Est-ce que cette implémentation d'outils va me faire bénéficier d'une accélération de mon cash, d'accord? Mais est-ce que je vais gagner aussi en productivité, d'accord? Et est-ce que, avec tout ça, le client sera toujours au centre de ma stratégie? J'aurai toujours ma relation client qui pourra se poursuivre avec la mise en place de ce outil. Voilà, il faut faire le gap entre ses coûts et ses gains. Et le troisième effet déclencheur, on souhaitait, comme je dis, Heming, on est implanté dans 15 pays, on souhaitait une homogénéisation entre tous les pays. Oui. Donc, on fait un outil qui nous permet de ça, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes trames de traitement. On s'adapte évidemment aux spécificités de chaque pays et local, on va parler tout à l'heure. Voilà. Mais la même trame de traitement, les mêmes qualifications d'objections qui nous permettent de prendre les actions nécessaires, voilà, d'anticiper, Olivier parlait tout à l'heure des provisions, etc., d'avoir sur les mêmes risques, les mêmes qualifications dans tous les pays pour adapter notre politique de provision. C'est une belle transition, je vous en remercie. Et pour moi, ce dernier point, on est plus sur le critère de choix. Finalement, une solution qui va vous accompagner dans le temps et qui va vous permettre également d'homogénéiser ses besoins en fonction des pays. Et justement, en termes de critères de choix, Olivier, de votre côté Grant Thornton, quels étaient les points principaux en expression de besoins lorsque vous avez décidé de choisir Cash on Time? En réalité, le choix remonte maintenant il y a presque une dizaine d'années. Il s'agissait de se doter d'une solution qui permette de donner les moyens à notre recouvrement délocalisé, comme je l'exprimais tout à l'heure, d'avoir un outil permettant d'assurer ce recouvrement et le suivi des actions engagées. Voilà. Donc, en réalité, on cherchait quelque chose finalement d'assez simple, qui soit facilement appréhendable par tout un chacun, c'est-à-dire et en particulier les assistantes locales dans nos différents bureaux. Et donc, il s'agit surtout d'une solution extrêmement simple. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Les différents services mettent en œuvre un certain nombre d'outils distincts et qu'il faut absolument il faut les prendre en main, il faut se les approprier. C'est toute la difficulté. Il y en a trop aujourd'hui, il y a beaucoup trop. Chacun pensant que son logiciel ou sa solution est naturellement très efficiente et il est nécessaire de l'appréhender au mieux. Ce qui est vrai, mais du coup, il est antinomique de vouloir confier au plus grand nombre une solution assez technique et vouloir en tirer la quintessence. Alors je rejoins ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est qu'on a un certain nombre de solutions, et c'était le cas en ce qui nous concerne, d'avoir une solution tout à fait satisfaisante sur le plan technique, mais qui en même temps était relativement sous-utilisée parce que finalement, peu de personnes avaient fait l'investissement d'aller en tirer toute sa quintessence. Nous sommes donc recentrés dans ce que je dis tout à l'heure au niveau organisationnel,
en recentrant et en centralisant le recouvrement. Et là, pour le coup, en rendant tout à fait opérationnel l'utilisation de l'outil. Et je vous confirme qu'aujourd'hui, c'est un outil largement utilisé, pleinement utilisé au quotidien, qui nous rend la plus grande satisfaction. Excellent retour. Merci beaucoup pour ce beau message positif. Ravi d'entendre que QuestionTime a répondu à l'ensemble de ces critères. Le temps passe, on va passer à la prochaine question. Pour Valérie, les démarches de mise en œuvre d'un projet, et surtout peut-être les points de vigilance à garder en tête lorsqu'on se lance sur un projet recouvrement. Alors, c'est des projets qui sont simples, qui sont très simples à mettre en œuvre. Le produit, on l'a conçu pour être simple et je remercie toutes les équipes de développement. Je sais que certains sont parmi les auditeurs pour tout leur travail qu'ils font sur cette application, justement pour répondre à ça et que l'utilisateur, le client soit autonome pour faire varier ses stratégies de relance, pour faire varier ses critères de rapprochement, pour faire varier ses gabarits de modèles qu'il va envoyer. Enfin, vraiment, on veut qu'il soit autonome complètement. C'est des projets qui vont mettre entre 1 mois et 3 mois entre le moment où on démarre le projet et le moment où on va être live. Gros intérêt de ce projet, c'est qu'on peut, moi je vous le dis toujours, on peut voir grand, mais commencer petit et être live sur des périmètres choisis très rapidement pour avoir très vite du retour sur investissement et surtout l'adhésion des équipes et donner envie d'aller plus loin. Ça, c'est pour moi très important. Le point de vigilance à avoir, effectivement, cet outil, quand on l'installe, il n'y a rien dedans. Il va s'alimenter des données qui viennent de l'ERP et il faut que ces données soient de qualité, il faut qu'elles soient disponibles. Il faut, voilà. Donc, c'est ce point-là sur lequel il faut être vigilant, mais c'est des projets, pour le coup, qui vont très vite à mettre en œuvre. Quand tu dis 1 à 3 mois de mise en œuvre, ce n'est pas le temps projet homme, c'est au global entre le début Le projet, quand on commence et qu'on fait toutes les phases, les ateliers d'analyse et le moment où on va être en live. Donc de quelques semaines à quelques mois en fonction du périmètre que l'on va avoir, sachant qu'on peut avoir des périmètres très simples, commencer sur une société et après intégrer d'autres sociétés. Enfin, tout dépend des organisations qu'on va avoir dans les entreprises, des liens qu'on veut faire avec les systèmes externes, mais la plupart du temps très rapide à mettre en œuvre. Est-ce que c'est le type de projet qu'on a mis en place chez Hemming? Je crois qu'il y a une quinzaine de pays qui utilisent la solution. Alors pas encore, on y va comme disait Valérie. Petit à petit, effectivement. Ce qu'on souhaitait, c'est la simplicité. Il faut que ça soit simple d'utilisation, simple à mettre en place, simple à implémenter, parce qu'effectivement, on a 15 pays et pour les imports, par exemple, les données ne viennent pas forcément des mêmes sources. Donc voilà, il fallait que ça soit vraiment simple. Mais je rejoins effectivement ce que disait Valérie. Nous, on a mis en place, on a commencé avec le UK en avril ou mai. Voilà, on a réussi à le mettre en place en plein confinement. Donc, ça a été assez simple. Voilà. Et aujourd'hui, on a donc l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France qui l'utilise pleinement. Et la Belgique, ça sera pour la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà. Et ensuite, les autres pays. Bravo. Quelques chiffres peut-être, messieurs, Laurent et Olivier, à nous communiquer suite à la mise en place de QuestionTime, une notion peut-être de gain en DSO, Laurent? Nous, on a remarqué, alors il y a eu le temps de la mise en œuvre du projet, on est d'accord, parce que les résultats ou les gains de DSO, aujourd'hui, c'est une vingtaine de jours. C'est, comme on le dit depuis le début, c'est la résultante de l'ensemble du projet, de la stratégie définie. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un gain d'une vingtaine de jours de DSO, ce qui est relativement conséquent. Et le deuxième résultat positif, on l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'effectivement la culture cash est très imprégnée maintenant chez Hemming sur l'ensemble des collaborateurs. Voilà, c'est deux résultats positifs et bénéfiques pour nous, en espérant que ça dure. Et l'adhésion des utilisateurs, la prise en main, ça a été ça a été, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans notre projet global où il y a quelques pratiques effectivement à faire évoluer, c'est le changement et c'est la conduite du changement. On utilise un nouvel outil, on utilise d'autres process de recouvrement, on les structure, on les raccourcit.
Donc ça, mais aujourd'hui, effectivement, on a parlé des chiffres, mais les résultats sont là. On a encore la marge de manœuvre et du gain potentiel. Voilà, on va s'y attacher. Super. Merci en tout cas pour vos diverses interventions. On arrive quasiment à la fin de l'émission, comme quoi le temps passe vite. C'était très intéressant de vous écouter. J'aimerais quand même ouvrir sur la dernière question, c'est à quoi s'attendre pour l'avenir. Olivier ? Oui, alors effectivement, et pour prolonger, nous-mêmes, et nous avons également eu des gains substantiels tirés en 2020 et qui vont prolonger, du coup, je rebondis sur votre question. Mais donc simplement, 8 jours de gagnés en 2020 sur le cash globalement, c'est-à-dire de la production des temps jusqu'à l'encaissement, avec un indicateur décomposé sur l'encours de production d'un côté et l'encours de recouvrement de l'autre. Et nous avons donc gagné 4 jours sur chacun des 2 encours. Voilà. Et pour aller dans le sens de votre question, nous nous sommes encore nous-mêmes fixés des objectifs encore assez lointains d'ici moyen terme, d'ici 1 an et demi à 2 ans, donc où on veut aller substantiellement beaucoup plus loin dans les gains de cash. Voilà, donc on a du coup, parce qu'on pense qu'il nous faut fixer des objectifs, ces objectifs nous les avons déclinés par bureau, par département et même par associé. Donc on s'est fixé des objectifs, on a les moyens de les suivre et donc on peut penser qu'on va raisonnablement les atteindre. Voilà. Alors évidemment que le contexte de crise est toujours présent, très fragile, nous manquons totalement de visibilité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins on peut penser que le plan de relance du gouvernement devrait favoriser l'environnement économique et nous permettre de performer ainsi que l'ensemble du tissu économique. Message positif et très belle conclusion. Ce sera les mots pour finir d'Olivier, à moins que vous ayez un dernier message à faire passer, Laurent ou Valérie. Sinon, on va pouvoir passer aux questions des auditeurs. Ouais, pour terminer, effectivement, sur une note positive, je rejoins ce que disait Olivier. Là, on est quand même encore dans le flou. On n'est pas encore sorti de la crise, loin de là. Il va y avoir aussi le temps de redémarrage. Plus cette période délicate et incertaine va continuer, plus il y a des chances quand même que les défaillances augmentent ou reprennent. Voilà. Mais si on veut finir sur une vision optimiste, voilà, quelque chose malheur est bon. Et il y a quand même des bonnes pratiques qui ont été mises en place d'elles-mêmes pendant cette période. Un exemple tout bête, la dématérialisation des factures. Voilà, qui s'est fait quasiment naturellement. De plus en plus de clients qui nous demandent, etc., de poser des factures sur un portail. Voilà, et on peut espérer qu'on conserve ces bonnes pratiques et que nos dates d'échéance et de règlement soient respectées. Peut-être que la crise aura un effet bénéfique sur le comportement il en aura payeur certainement voilà, il aura des effets négatifs, mais oui, je pense qu'il en aura aussi des bénéfiques. Parfait. On passe aux questions ? Avec Ça vous plaisir. convient ? Alors, première question de Lydia qui nous demande avec quel ERP la solution est-elle connectée ? Donc, je vais me tourner vers toi, Valérie, pour cette question. En fait, on est connecté avec tous les ERP du marché. Il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. On peut se connecter avec tous les ERP. Je pense que vous n'avez pas le même, peut-être, chez vous. Et en plus, je dirais que quand on adresse un groupe, s'il y a plusieurs ERP présents dans le groupe, on peut communiquer avec ces différents ERP. Et quand on est dans ces configurations, en plus, le gros intérêt, c'est que finalement, Cash on Time, ça va être le seul endroit où on va pouvoir avoir une vue globale sur l'encours de tous les clients, quelle que soit la société qui adresse ses clients. Et ça, c'est un plus que certains clients nous font remarquer, d'avoir ce réceptacle de données groupe. Très bien. On va répondu à la question, Lydia. Je vais passer à une nouvelle question. N'hésitez pas encore une fois, chers auditeurs, à en poser via cet outil de chat. Encore une question sur une gestion de projet de Cash on Time. Que faut-il prévoir pour la mise en place d'un poste
utilisateurs? Rien en fait, il suffit d'avoir un accès Internet qui fonctionne quand même. Donc si on a un accès Internet, ça suffit, on peut travailler d'où on est, en home office, au bureau, où on le souhaite. C'est très, très léger. Et ça permet aussi un point, parce que quand on parlait de culture cash, ça permet aussi de diffuser en fait l'application au plus grand nombre. Moi, chez nous par exemple, les commerciaux ont accès à Cash on Time pour avoir des informations sur les encours de leurs clients. Et s'ils veulent une vision synthétique, bien sûr, les données ont été remontées dans le CRM pour avoir juste quelques infos très synthétiques sur les positions des clients. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'avantage du modèle SaaS surtout, qui permet de s'affranchir de toute installation en interne, comme on pouvait voir auparavant. Aujourd'hui, une simple connexion Internet suffit. Donc plus besoin de post-it alors. Plus besoin de post-it, on arrête les post-it et on arrête les Citrix et on arrête les tous les TSE. voilà, ça c'est fini. Alors j'ai une question par rapport au projet Hemming international, plusieurs pays. Vous parliez d'impact de changement, Laurent. Est-ce que vous pouvez creuser et préciser un petit peu ce point? Sur les impacts de changement? Oui, au niveau de l'adhésion des différents utilisateurs dans les différents pays, parce que c'est un projet qui va se déployer au fil de l'eau, comme vous le disiez. Il y a eu des points freinants, bloquants sur la mise en œuvre ou pas? Il y a eu, alors, quels que soient les pays, on va revenir à ce qu'on disait sur la conduite du changement. Et là, c'est pas lié à l'outil, c'est effectivement dire on va raccourcir nos délais, voilà. Mais on va envoyer une deuxième lettre, on va appeler 2 jours après l'échéance. Voilà. C'est vraiment la conduite du changement. On y revient sur le projet global et la stratégie globale. Je dois concilier effectivement mon encaissement et ma relation client. Les deux vont ensemble et on ne peut pas réussir l'un sans l'autre. Voilà, sur les changements, mais ça passe, je vous le disais tout à l'heure, il faut que le projet, la stratégie soit appuyée, soit sponsorisée par la direction. Oui, voilà. Et après, ça passe sur des explications, sur de la formation, sur voilà comment ça fait, ça a marché ici, regardez, etc. Et je pense qu'on a réussi, parce que je vous parlais, chez nous, la Belgique va attaquer la semaine prochaine ou dans 10 jours. C'est eux qui ont été demandeurs. C'est les pays en disant, on en a besoin. On voit que ça marche ailleurs, on a besoin, on va pouvoir être plus près de nos clients, on va pouvoir encaisser plus rapidement. Quand est-ce qu'on l'a? Voilà. Montrer que ça marche pour conforter finalement les autres pays dans l'adhésion de la solution. Autre question, bonjour, combien de temps pour la mise en place de la solution Cash on Time? Moi j'avais traité déjà répondu, on a traité entre 1 et 3 mois. Sur cette question-là, je vais en poser une autre. L'outil Cash on Time, on y a répondu aussi, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Et vu le temps qui passe, je pense que ce sera la dernière question qu'on aura le temps de traiter. L'outil Cash on Time dispose-t-il de rapports et quels sont-ils? Alors, il y a toute une bibliothèque de rapports, plein de reporting disponibles dans Cash on Time qui vont être personnalisables sur cette partie-là. Après, ceux qui sont utilisés, ça va de la balance AG standard, enfin classique, je dirais, parce que certains ERP ne savent pas sortir de balance AG. Donc, on va utiliser Cash on Time pour produire sa balance AG jusqu'au KPI le plus fin, où, par exemple, quand on parle en fait d'impact sur cette culture cash, de monitorer le cash au lieu parfois peut-être en plus du chiffre d'affaires ou de la croissance ou de la rentabilité, on a des reportings qui permettent d'avoir un graphe avec le poids du commercial en fonction de son chiffre d'affaires et ses délais de paiement. Par exemple, et je vous rejoins si je peux intervenir, et ça va rebondir sur la question que vous m'avez posée avant sur effectivement avec les rapports qu'on avait, on a pu mettre en place une vision globale sur les pays qui utilisent déjà Cash on Time. Et donc, ça génère, voilà, parce qu'en disant, là, attention, il y a un souci, je dis, oui, là, sur tel pays, on a quand même pas mal d'objections sur des bons de commande, sur une non-conformité, etc., peu importe. Voilà. Et ça génère de l'émulation, et c'est avec les rapports, et du coup, la consolidation, et on montre ce qui se passe effectivement dans les pays, en disant, moi, il faut que je m'améliore ici, moi, il faut que je m'améliore là, etc.
Ça permet effectivement de faire, par exemple, si on parle des litiges, hein, faire du curatif sur certains litiges, mais surtout aussi avec les données, prendre du recul et pouvoir venir corriger certains dysfonctionnements dans l'organisation. Parfait. Écoutez, on arrive au bout du temps qui nous a été accordé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois infiniment d'avoir accepté cette invitation. Olivier également, bien entendu, en duplex. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Plaisir merci. partagé. Et merci bien entendu à vous, chez vous, téléspectateurs qui nous avez suivis. Excellente fin de journée et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Très bonne fin de journée.